Je remercie d'abord Culture du Lac-Saint-Jean et Saguenay de Lac-Saint-Jean de m'avoir invité. Ça fait quelques reprises que je donne cette formation-là. Je pense que le mot s'est passé depuis un an. Là. J'ai donné sensiblement la même formation à d'autres organismes similaires, entre autres à Culture Estrie, Montérégie, Gaspésie. Ça fait déjà un an, plus qu'un an que la réforme a passé l'année dernière. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment faire un survol de c'est quoi les changements qui ont eu lieu dans les deux lois. Dans le fond, on a fusionné la deuxième loi qui touche, entre autres, les gens de la littérature vers la loi maîtresse, là, la S32.1 qu'on va parler aujourd'hui. Puis s'il y a des questions, parce que des fois, certains organismes, certaines personnes sont peut-être pas tout à fait à l'aise avec l'application de la loi, donc n'hésitez pas là, à poser des questions. On n'est pas un trop gros groupe aujourd'hui, là, donc n'hésitez pas à lever votre main, de m'interrompre. On fait ça vraiment simple, convivial. Puis l'objectif, c'est de terminer en une heure et quart. Puis après ça, on peut prendre le temps d'échanger, poser des questions jusqu'à 14 heures. Voilà. Alors, effectivement, merci de la présentation. Depuis 2014, je suis à l'UDA. J'ai été à même là, de travailler étroitement sur cette réforme-là avec notre ancienne présidente Sophie Préjean et puis avec la ministre Roy de l'époque. Et puis, alors, ça me fait vraiment plaisir. Là, c'est un dossier qui me tient à cœur. Et puis, c'est quelque chose que les gens du milieu attendaient depuis plusieurs longtemps. Donc, je vais vous faire un survol d'abord sur l'introduction, non, l'historique des lois dans le statut, dans le milieu de la culture. Surtout, vous parlez des nouveautés de la nouvelle loi. Donc, la majorité de mes points là, vont être au point numéro 2. Puis ensuite, on va conclure. Donc, au niveau de l'introduction au régime, ben, c'est assez simple. Il y a trois, à l'époque, en fait, avant l'année passée, il y avait trois lois qui, euh, qui régissaient le statut d'artiste, la loi fédérale, qui est entrée en vigueur en 93, qui était une copie conforme, dans le fond, du régime québécois. Donc, le régime québécois, il y avait deux lois qui ont entré en vigueur dans les années 80, fin 80, en 87 et en 88. En 88, c'est la loi qui vise les gens, les artistes de l'art visuel, la littérature et les métiers d'art. Donc, cette loi-là, c'est la S32.01. Et nous, par exemple, l'Union des artistes, le reste des artistes interprètes créateurs étaient dans la loi S32.1. Donc, cette loi-là, la première loi, elle est entrée en vigueur en 87 et vise les artistes interprètes créateurs, les musiciens, etc. Donc, le but de ces lois-là à l'époque, c'était vraiment de combler, dans le fond, un vide juridique par rapport à la loi sur les normes du travail, par rapport au Code du travail, dans le monde du travail traditionnel. Vous savez, au Québec et au reste du Canada, comment ça fonctionne, le régime normal, c'est un salarié qui est embauché par un employeur. Puis il y a des lois, ces normes, il y a des minimums à respecter, les vacances, etc. Mais les artistes n'avaient pas accès à ce régime-là, puisque, comme vous savez sans doute, les artistes sont des pigistes, des travailleurs autonomes. Donc, le gouvernement à l'époque a voulu créer une loi atypique pour viser les pigistes et leur donner accès à créer un syndicat, à participer aux activités syndicales, puis surtout à négocier. Le but ultime de ces lois-là, c'est de négocier avec des producteurs, donc les donneurs d'ouvrages ou les diffuseurs des conditions de travail. Et ces lois-là sont vraiment précurseurs. Comme vous savez, il n'y a pas beaucoup de juridictions au monde là, qui ont ces lois-là. Il y a la France, mais au Canada, on est pas mal les seuls, la seule province. Il y a des régimes aussi dans le reste, en Europe, en Belgique, mais la loi québécoise, c'est une des plus importantes et des plus protectrices pour les artistes. Donc, on est quand même privilégié d'avoir ces lois-là. Ici, je vous mentionnais justement la première loi qui a été constituée vise les artistes, interprètes et créateurs. Donc, les comédiens, les danseurs, les animateurs se retrouvent visés par la LSA, la loi sur le statut d'artiste. Je vais souvent utiliser cet acronyme-là, là, LSA, c'est plus rapide. Donc, cette loi-là, la première loi, vise vraiment un régime de relations de travail avec des obligations
forte de négocier des conventions collectives. Tandis que la deuxième loi, qui a été promulguée en 88, comme je l'ai dit tantôt, pour les trois domaines particuliers des auteurs de livres, les arts visuels, tout ça, c'est un régime un peu plus flou, un peu moins coercitif pour les artistes, en fait pour les producteurs. Il y avait seulement l'obligation d'avoir un certain contenu obligatoire dans les contrats. Puis c'était plus une relation de lien commercial entre les artistes puis les diffuseurs. Donc, il y avait certaines règles, mais il n'y avait pas d'obligation pour les diffuseurs de négocier des ententes collectives. C'était ça un des problèmes importants, par exemple, que les auteurs de livres ont voulu régler. Et les syndicats en place n'étaient pas capables de conclure des ententes collectives qui incluaient des conditions minimales de travail pour les artistes. Fait que c'était vraiment seulement de l'accompagnement que les syndicats pouvaient faire, des contrats types, puis il n'y avait pas vraiment de représentation syndicale, toute la procédure de greffe en cas de litige, tout ça, il n'y avait rien qui existait. Donc, les trois domaines, des arts visuels, métiers d'art et littérature, étaient vraiment comme laissés pour compte depuis les années 80. Et puis, au fil des années, ben, c'est un constat d'échec de cette loi-là. Donc, avant la réforme de 2022, ben, les gens se sont organisés pour dire, là, ça suffit, il faut qu'on ait accès à un régime véritable de travail. Alors, la LSA, la loi dans laquelle les artistes interprètes et créateurs ben, travaillent, il y a eu quelques modifications au fil des années. Il y a eu en 2010 le rapport Lallier qui justement notait l'ensemble des lacunes des deux lois sur le statut d'artiste. Malheureusement, ce rapport-là a été tabletté, comme plusieurs rapports du gouvernement. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Ensuite, en 2018, le gouvernement libéral a évoqué pour la première fois la réforme dans sa politique culturelle. Par la suite, quand la CAQ a été élue, ils ont repris cette politique culturelle-là et en ont fait un engagement politique. Donc, c'est comme ça que les syndicats ont vu une ouverture pour procéder à la réforme. Et puis, il y a eu la pandémie, comme vous le savez, ça a ralenti le processus. Et en février 2021, il y a eu à peu près une cinquantaine de mémoires déposées par plusieurs organismes dans le milieu culturel pour demander des changements à la loi. Et Eureka, avril 2022, nous avons eu le dépôt du projet de loi 35 et qui a été sanctionné super rapidement. Rappelez-vous, là, il y avait eu, en fait, c'est vraiment un projet de loi quand même transpartisan qui a passé au travers rapidement des étapes de sanctions pour être adopté le 3 juin 2022. Donc, ça a été une sanction, une entrée en vigueur rapidement, puis ça a été vraiment unanime là, de tous les députés. Donc, c'est quand même assez rare qu'un projet de loi, il n'y a aucune dissension. Et évidemment, la grosse nouveauté de la réforme, c'est l'abrogation pure et simple de la deuxième loi sur le statut d'artiste, donc la loi qui gère les auteurs de livres, métiers d'art et le troisième, l'art visuel. Alors ça, évidemment, c'est une victoire historique pour les écrivains. Donc, les syndicats qui étaient en place ont vraiment eu, pour eux autres, c'est vraiment le paradis. Donc, c'est ça qui attendait les trois domaines particuliers d'avoir enfin la chance d'être intégrés. Donc, on parle de fusion de lois. Dans le fond, on a abrogé la deuxième loi pour amener tous ces artistes-là des trois domaines dans la loi principale, dans la LSA principale. Donc, on a abrogé la deuxième loi. On intègre les trois catégories d'artistes dans notre loi principale. Et là, on a une seule loi unique avec une seule catégorie d'artistes. On a changé la loi, le nom de la loi également. Donc, on l'appelle, là, je l'ai noté ici, la loi sur le statut professionnel des artistes en art visuel, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme pour les trois domaines, puisque enfin, qu'est-ce que ça fait? C'est que les producteurs, les diffuseurs ne peuvent plus se cacher derrière le fait que ce n'est plus obligatoire. Il va y avoir des mécanismes que je vais vous expliquer largement, là. Il va y avoir des mécanismes, des étapes à suivre pour pouvoir conclure des ententes collectives qui contiennent des conditions de travail minimales pour l'ensemble des artistes du Québec. Donc, ce qu'on dit en droit du travail, ben, c'est un régime complet de négociation collective.
Je l'ai dit ici, on introduit dans la LSA les trois domaines et on n'a pas modifié les définitions des trois domaines en particulier. Ça reste la même chose. Les définitions n'ont pas changé. Donc, on parle les arts visuels. On a ajouté par contre les arts numériques. On n'a pas mis de définition, là, mais tout ce qui est art numérique va entrer dans la définition d'art visuel. Au niveau de l'art visuel, je peux lire rapidement la définition de la loi là, qui a été intégrée. On parle de production d'œuvres originales, de recherche ou d'expression unique ou d'un nombre limité d'exemplaires imprimés par la peinture, sculpture, l'étampe, dessin, illustration, la photographie, les arts textiles, l'installation, la performance, la vidéo, les arts numériques qu'on ajoute ou par toute autre forme d'expression de même nature. Même chose pour la littérature, on n'a pas changé la définition. On parle de la création, la traduction d'œuvres littéraires originales. Métier d'art, même chose, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a élargi justement la définition d'artiste. Alors, l'article 1.1, vous voyez les deux éléments que j'ai mis en jaune ici. Alors, ça, c'est une définition très importante. Pour l'application de la loi, un artiste s'entend d'une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services ou ses œuvres. Donc, on a ajouté les mots œuvres pour justement inclure les artistes qui font des arts visuels ou des métiers d'art ou un livre, moyennant rémunération ou autre contrepartie monétaire à titre de créateur ou d'interprète dans un domaine visé à l'article 1. Donc, ça, c'est vraiment l'article de base qui vise maintenant tout le monde. Il faut être une personne physique. La personne physique a le droit de travailler, ceci dit, via sa compagnie. Donc, ça n'empêche pas la conclusion d'une entente collective ou le travail ou signer des contrats avec votre compagnie. Mais ici, je pose la question, on discute depuis quelques mois, par exemple, tout ce qui est intelligence artificielle, mais là, est-ce que un producteur qui n'embauche pas une personne physique serait visé par la loi? C'est une question qui va être traitée dans l'avenir, mais c'est intéressant ici vraiment de noter qu'on parle de personnes physiques. Quelqu'un qui travaille à son propre compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle d'un pigiste ou d'un travailleur autonome. Si vous êtes un artiste qui est salarié, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Dans le domaine, par exemple, dans le domaine de la danse, il y a beaucoup de compagnies de danse qui utilisent des services de salariés ou le cirque, par exemple. Ben là, ces gens-là ne sont pas visés par la LSA. Alors, justement, avant, dans l'ancienne LSA 2, il y avait une définition, en fait, de statut professionnel de l'artiste. Il y avait des critères très contraignants. Il fallait que la personne crée déjà des œuvres, que ces œuvres soient exposées, qu'il a reçu des témoignages de pairs, tout ça. Tout ça a été abrogé. Donc, la seule notion d'artiste, c'est celle que je viens de vous lire. C'est ça qu'il faut euh, comprendre de ça. Et c'est les syndicats qui représentent ces artistes-là qui vont adopter des règlements établissant les conditions d'admissibilité fondées sur les exigences de pratique professionnelle propres aux artistes. C'est-à-dire ici, comment ça fonctionne, c'est que avec la nouvelle loi, et les comédiens étaient déjà visés par ce mécanisme-là. Mais pour les nouveaux artistes qui sont joints maintenant avec nous, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le syndicat qui représente, par exemple, je vais parler de l'UDA parce que je travaille là. Alors, vous n'êtes pas obligé de travailler, vous n'êtes pas obligé d'être membre de l'UDA pour travailler dans le secteur. On va vous représenter de la même manière, etc. Mais dès que vous travaillez dans le secteur de négociation dans lequel l'UDA représente les artistes, ben, vous allez avoir un contrat syndical, puis vous allez payer les minimums convenus dans les ententes collectives. Puis si vous voulez devenir membre, ben là, vous allez être visé par les règlements internes, puis on va regarder votre background, si vous avez fait des études ou si vous avez cumulé des contrats. Donc là, vous allez pouvoir devenir membre selon les règlements généraux. Mais ça ne fait pas en sorte que euh, dès que vous allez avoir un travail professionnel, ben, vous êtes considéré être un artiste au sens de la loi, tout simplement. Il y a plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Dès que vous avez un contrat via un producteur, ben, vous allez pouvoir être visé par les ententes collectives, signer un contrat syndical, puis bénéficier des avantages de l'entente collective en place, s'il y en a une. Parce que bien évidemment, avec la réforme, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les syndicats qui sont dans ce domaine-là, c'est-à-dire développer, négocier des partenariats avec les producteurs, les diffuseurs,
pour conclure ces fameuses ententes collectives tant entendues. Alors, au niveau des définitions et domaines de production, il y a eu des nouveaux ajouts. C'est-à-dire, on a ajouté la notion de diffusion et de diffuseur. Ce sont des notions qui existaient dans l'ancienne loi, qui visaient justement les auteurs de livres. Vous voyez, vous avez des définitions ici à l'écran. Donc, les diffuseurs, ce sont des organismes qui opèrent à des fins lucratives dans les domaines des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature, qui contractent avec des artistes. Parce que dans le domaine, par exemple, du film dans lequel l'UDA travaille, par exemple, on ne parle pas de diffuseur, on parle vraiment de producteur. Mais il fallait arrimer les deux lois ensemble. C'est pour ça qu'on a repris les termes de diffusion, diffuseur, des termes qui sont plus connus pour les artistes qui travaillent en art visuel, métier d'art et littérature. Donc, dans le cadre de notre nouvelle loi, le diffuseur qui va contracter avec des artistes, bien, il va aussi avoir le chapeau de producteur quand vient le temps de négocier une convention collective. En plus des trois domaines qu'on a intégrés dans la LSA, il y a deux domaines qui se sont ajoutés à la loi, c'est-à-dire le cirque et l'expérience numérique. Vous savez, avec tout ce qui existe maintenant sur le web, le métavers, les réalités virtuelles, il y a toutes sortes de choses qui se produisent sur le web. Le législateur, le gouvernement a décidé justement de créer un nouveau domaine de production, l'expérience numérique. Ça veut dire s'il y a un producteur, des diffuseurs qui font une œuvre, qui créent une œuvre dans l'espace numérique, de manière générale, ça va être quelque chose que les syndicats vont pouvoir négocier des conditions de travail pour l'utilisation de ces œuvres-là dans le web. Au niveau du cirque, nous, l'UDA, on était un peu surpris de ça parce que les artistes du cirque sont déjà une fonction que l'UDA représentait. Donc là, on va voir ce qui va se passer avec ça, mais on sait que le cirque, c'est pas évident d'aller chercher des ententes collectives puisque, comme je l'ai dit tantôt, le cirque est souvent un domaine que les artistes sont des salariés. C'est des gens qui travaillent à l'année avec eux. Je pense au Cirque Éloise ou au Cirque du Soleil. C'est pas, il n'y a pas beaucoup d'artistes pigistes dans ce domaine-là. Au niveau de la reconnaissance syndicale, ça, c'est bien important de comprendre, surtout pour les organismes ou les artistes parmi vous là, qui travaillent pour les arts visuels, métiers d'art et littérature. C'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une fois que le syndicat, pour représenter une fonction, c'est-à-dire un peintre ou dans les artistes, là, par exemple dans le métier d'art ou les arts visuels, ils vont obtenir une accréditation au tribunal administratif du travail pour pouvoir représenter cette fonction-là. Puis une fois que le syndicat obtient cette reconnaissance-là, cette accréditation-là, il a le droit de négocier en votre nom, au nom des artistes, des conditions de travail minimales. Et ça, ben, ça vient avec des obligations pour le syndicat. Et ici, le législateur a introduit dans la nouvelle LSA une obligation de juste représentation. Donc, les syndicats doivent maintenant, dorénavant, ne pas agir de mauvaise foi. Ils doivent agir de bonne foi, non discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des artistes qu'elles représentent à l'occasion de la négociation d'une entente collective ou de son application, peu importe si l'artiste est membre ou non membre chez le syndicat. Si l'artiste veut s'en plaindre de son syndicat, il a maintenant un recours, ça c'est nouveau, il a un recours qu'il peut déposer au tribunal administratif du travail. Il a 6 mois pour le faire. Donc ça, c'est nouveau, c'est une importation d'un principe qui existe déjà dans le monde du travail ordinaire, dans le monde du travail traditionnel. Donc c'est quelque chose que le gouvernement a importé dans la LSA pour les artistes. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, tout va bien, je ne vois pas de main levée. Parfait. Puis, la loi aussi, ce qu'elle a fait dans la réforme, c'est de changer aussi certaines formes, en fait, certains principes de négociation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que syndicat, en tant que producteur, lorsqu'on négocie une convention collective? Donc, il y a des principes de base qu'on doit suivre. Un des principes qui a été modifié, je vais en énoncer 5, là, vous avez le premier à l'écran, c'est-à-dire les parties, lorsqu'on négocie à une table de négo, ben, on doit s'assurer que
on convient d'une rémunération pour chaque type de prestation de travail de l'artiste. On doit convenir d'une rémunération minimale. Comme vous savez, les artistes peuvent toujours négocier des excédents euh, en sus du cachet minimal énoncé dans l'entente collective. Et également, les parties doivent prendre en considération le fait qu'on doit faciliter l'intégration des artistes de la relève. Ça existait déjà. Puis on doit aussi tenir compte des producteurs émergents et selon divers types de production. Ça veut dire, pratico-pratique, c'est qu'à la table de négo, ben, si j'ai un producteur qui fait un balado, par exemple, un petit balado avec peu de budget, ben, nous, en tant que syndicat, on doit tenir compte de cette réalité-là du producteur, puis on ne peut pas appliquer des cachets uniformes partout. Alors, il faut s'adapter selon le producteur qu'on a devant nous, selon le type de production. C'est-tu un petit balado, c'est-tu ou une grosse pièce de théâtre avec la grosse subvention du gouvernement, etc. Donc, on doit tenir compte de tout ça pour établir des conditions de travail adéquates pour les artistes. Deuxième principe, aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de flou juridique avant, c'est-à-dire que lorsqu'on l'entente collective qui s'applique dans un secteur donné, il y avait une date d'expiration, il fallait mettre une clause dans l'entente collective pour dire, ben, quand l'expiration arrive de l'entente collective, on ne veut pas tomber dans une craque. On veut que les conditions de travail continuent de s'appliquer pendant le renouvellement de l'entente, pendant les négociations, etc. Maintenant, le législateur est venu ajouter une protection, c'est-à-dire, là, vous voyez à l'écran, l'entente collective va continuer de s'appliquer après son expiration jusqu'à ce que soit exercé un moyen de pression. Et on peut prévoir aussi le même effet dans une entente collective que les conditions de travail vont continuer de s'appliquer jusqu'à temps qu'on ressigne une nouvelle entente collective. Donc ça permet d'avoir une stabilité dans le milieu de travail, puis de ne pas tomber dans une craque, puis pas avoir des conditions de travail minimales. Ça aussi, c'est une importation qui existe déjà dans le Code du travail pour les salariés qu'on est venu appliquer ici aux artistes. Donc, vous voyez, il y a des similarités entre les deux régimes, puis on s'inspire quand même régulièrement là, du monde du travail traditionnel pour l'appliquer aux artistes. Pourquoi? Parce que justement, on veut valoriser le travail de l'artiste puis dire, ben, le travail de l'artiste, ça vaut quelque chose, puis ils ont raison de vouloir avoir les mêmes protections que les salariés dans le monde du travail traditionnel. Les avis de moyenne pression, ça a été modifié parce que oui, peut-être vous ne savez pas, mais les artistes peuvent faire des grèves, pas juste les professeurs. C'est déjà arrivé dans le passé, ça peut arriver dans le futur. Donc, le législateur a changé certains principes par rapport à ça. On doit informer les producteurs on doit envoyer un avis de 5 jours avant l'exercice d'un moyen de pression. Puis si on n'a pas exercé ce moyen de pression-là dans les 5 jours, ben on doit le refaire à nouveau. Donc, c'est un peu plus contraignant pour les syndicats qu'on doit refaire des nouveaux avis en fait, à tous les 3 jours lorsque le moyen de pression n'a pas commencé. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait à l'association de producteurs un seul avis, puis là, ça partait. Puis là, les producteurs, ils étaient un peu dans le néant, à savoir, bon, est-ce qu'il va y avoir une grève devant chez nous, etc., etc. Fait que là, il y a eu des demandes patronales de ce côté-là qui ont été introduites dans la clause. Autre nouvel élément super intéressant, c'est tout le volet harcèlement psychologique. Vous savez, depuis le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup, en 2017, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il faut savoir que la notion d'harcèlement psychologique puis les recours existaient déjà depuis 2004 pour les salariés ordinaires dans le monde du travail traditionnel. C'était des dispositions qui existaient dans la loi sur les normes du travail, qui ont été aussi intégrées dans les conventions collectives, mais les artistes, il n'y avait pas grand-chose pour nous depuis ce temps-là. Et ça a pris vraiment le mouvement MeToo là, qui a créé comme un effet d'une bombe dans le milieu, puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'énonciations, vous en souviendrez. Avec ça, il y a eu création d'un guichet unique pour les artistes. Donc, vous savez, peut-être certains d'entre vous connaissent l'Aparté. C'est un organisme qui reçoit les plaintes ou des demandes d'informations pour accompagner les artistes dans des dénonciations criminelles. Les syndicats vont s'occuper de tout ce qui concerne
convention collective, grief, quand le contrat relève d'une entente collective. Puis là, on a commencé justement les syndicats à vouloir introduire dans nos ententes collectives des chapitres de protection pour le harcèlement. Mais encore là, c'était toujours selon les bons vouloirs de la négociation. Il fallait négocier ça, il fallait faire des contreparties. Je veux dire, c'était pas toujours facile d'obtenir ce qu'on demandait. Puis on trouvait ça bizarre. C'est-à-dire, pourquoi que les artistes, on doit négocier le harcèlement quand que c'est déjà canné, réglé depuis 2004 pour les salariés ordinaires. Donc, c'est pour ça que le législateur a fait encore une fois une importation de ce qui existe dans la loi sur du travail, dans la LSA. Et maintenant, tout artiste, comme vous voyez à l'écran, tout artiste a droit, dans le cadre de ses relations avec un producteur et avec les personnes avec qui celui-ci le met en relation, à un milieu de travail exempt de harcèlement. Donc, le producteur doit mettre en place des moyens pour prévenir le harcèlement et la faire cesser lorsqu'il en a une connaissance. Il doit mettre en place aussi une politique de prévention, etc. Parce qu'effectivement, vous savez, des fois sur un plateau de tournage ou dans un autre milieu, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes ou de tierces personnes qui travaillent ensemble sur la création d'une œuvre. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu quand même nuancer de ce qui existe déjà sur la loi Sénat du travail. Donc, l'employeur, le producteur, il fait affaire avec plusieurs personnes. Donc, il doit quand même s'assurer que toutes les personnes qui travaillent sur le même lieu aient cette protection-là. Et puis là, on a importé une définition de c'est quoi le harcèlement que vous voyez à l'écran. On parle d'une conduite vexatoire, se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles non désirés, qui entraînent pour la personne une atteinte à sa dignité et qui entraînent aussi un climat de travail néfaste. On inclut évidemment tous les gestes à caractère sexuel et ça peut être aussi une seule conduite grave qui peut constituer du harcèlement. Donc, ça, c'est vraiment un copier-coller de ce qui existe déjà dans la loi sur du travail. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de négocier ces clauses-là. Ces clauses-là d'harcèlement font partie des ententes collectives de manière réputée, là. C'est-à-dire on n'a même pas besoin, c'est comme si c'est déjà inclus dans l'entente collective. Et avec ça, ben, ça va permettre aux artistes d'avoir accès à des recours, donc à déposer des griefs selon l'entente collective, puis qu'il y a un arbitre qui peut trancher ultimement le litige. Les délais sont quand même assez raisonnables. En fait, c'est comme la loi sur le du travail, c'est un délai de 2 ans pour déposer toute plainte. Et aussi, ce qui est intéressant, l'artiste, parce que peut-être que certains d'entre vous, il n'y avait pas d'entente collective qui existe dans votre milieu, etc. Ben, l'artiste qui n'est pas visé par une entente collective a accès maintenant à un recours devant le tribunal administratif du travail, donc un recours direct, comme un salarié peut le faire. Donc, dans les mêmes délais de 2 ans, l'artiste non visé par une entente collective a maintenant un recours direct au TAT pour pouvoir faire cesser toute situation de harcèlement. Également, ça c'est un peu plus du juridique, c'est-à-dire il y avait des problèmes entre un arbitre de grief dans le milieu de la culture puis un arbitre de grief dans le domaine du droit du travail traditionnel. Donc, on a voulu arrimer ces règles-là. L'arbitrage de grief est mieux encadré maintenant sous la nouvelle LSA. On a harmonisé toutes les questions de preuve, de procédure. On a intégré ça dans les ententes collectives. On a aussi confirmé que c'était une compétence exclusive de l'arbitre de grief parce qu'avant, il y avait des flous. Est-ce que l'artiste doit-tu aller devant les tribunaux de droit commun pour faire valoir ses droits ou il doit passer par la procédure de grief? Donc, tout ça a été harmonisé et quand il y a une entente collective, c'est maintenant clair que le seul recours possible, autant pour l'artiste, pour le syndicat ou le producteur, c'est de passer par l'arbitrage de grief, qui est et l'arbitre de grief, ben, c'est quelqu'un, un juriste compétent, un juge qui a toute la latitude là, pour faire trancher tout litige. Et également, ben, il y a les pouvoirs, au moins il y a les mêmes pouvoirs qu'un arbitre de grief qui est nommé sur le Code du travail ou sa loi, c'est énorme. Donc, il a tous les mêmes pouvoirs, les ordonnances de sauvegarde. Donc ça, c'est très, très intéressant. Encore une fois, on vient s'arrimer avec le monde du travail traditionnel. Même chose pour la juridiction du tribunal administratif du travail. Il y avait eu des gros débats il y a quelques années
sur le pouvoir du tribunal administratif du travail. Le tribunal administratif du travail, il est important dans l'industrie de la culture. Pourquoi? Pour deux raisons. Évidemment, lorsque les syndicats demandent une reconnaissance, donc le syndicat d'artistes qui veut représenter une certaine fonction dans un domaine particulier va faire une demande au tribunal. Puis une fois que la reconnaissance, ben, tout litige qui va découler d'un problème lié à la reconnaissance, si les parties négocient de mauvaise foi à la table de négo, tout ça, tous les litiges qui découlent de la LSA, dans le fond, vont pouvoir se retrouver devant le TAT. Donc, ça, c'est une belle nouveauté. Même les producteurs le demandaient. Il y avait trop de litiges qui allaient à droite, à gauche, devant d'autres tribunaux. Alors, on est venu dire, on a demandé au gouvernement, il faut encadrer que le TAT, c'est le tribunal compétent pour entendre tous les litiges qui découlent de la LSA. Euh, le TAD, c'est un tribunal qui est spécialisé. Ce sont des juges qui connaissent la loi sur le statut d'artiste. C'est un tribunal beaucoup plus rapide que les tribunaux de droit commun. Donc, s'il vous plaît, on peut avoir accès au même tribunal que les salariés. Donc, ça, c'était une demande qui a été acquiescée par le gouvernement. Et si on a un problème, on a un recours justement dans les 30 jours de la connaissance, on peut déposer un recours au TAD. Également, j'en ai parlé un petit peu, il y a 3 nouveaux recours individuels qui sont ouverts maintenant à tous les artistes. Le premier, c'est toutes les plaintes pour pratiques interdites. Donc, les pratiques interdites, c'est quoi? Ça veut dire si, par exemple, il y a un producteur, il apprend qu'un artiste a fait une plainte au syndicat ou qu'un artiste a participé à une activité syndicale ou n'importe quoi comme ça, l'artiste peut demander au tribunal d'intervenir. Par exemple, si l'artiste a perdu un contrat, on a vu beaucoup ça, nous, en tout cas à l'UDA, des situations particulières où est-ce que, il y a des mesures de représailles, on ne sait pas pourquoi que l'artiste a perdu son contrat, il a-tu subi de la discrimination, etc. Toutes sortes de questions, de mesures de représailles sont maintenant interdites. Et puis, l'artiste visé peut non seulement, en fait, si on est capable de dire que la mesure de représailles est concomitante à l'activité syndicale ou à la peine qu'il a fait, ben, il y a une présomption favorable au niveau de l'artiste. Puis le tribunal va pouvoir trancher ça. Donc ça n'existait pas vraiment avant. Donc, on est venu légiférer là-dessus. Le deuxième recours, c'est justement toutes les plaintes là, quand l'artiste n'est pas content du travail de son syndicat. Il y a 6 mois pour déposer une plainte au TAT pour contester, par exemple, je donne un exemple, si le syndicat refuse de déposer une grief ou, par exemple, il y a eu un grief, on continue, puis là, le syndicat fait mal son travail, passer outre aux délais qui sont obligatoires ou laisser tomber le grief pour sans faire une analyse sérieuse du dossier. Bien, toutes ces choses-là, maintenant, l'artiste, il peut se prévaloir d'une plainte au TAT pour dire, attention, moi, le syndicat a lésé mes droits. Et si le tribunal lui donne raison, bien, il peut se faire compenser en dommages, puis il peut ainsi passer directement à aller chercher le producteur ou le diffuseur là, directement en grief pour aller chercher compensation. Donc, ça, c'est toutes des choses qui existaient encore là une fois avec les salariés qu'on est venu introduire pour les artistes. Puis le troisième recours, ben, c'est le harcèlement psychologique. L'artiste maintenant a 2 ans là, pour déposer une plainte pour toute situation de harcèlement qu'il vit avec un producteur ou un diffuseur. Au niveau, il y a des pouvoirs réglementaires dans la loi, en fait, qui ont été ajoutés. Le premier, je vais passer vite, en fait, c'est des définitions. Donc, le gouvernement se garde une possibilité par règlement de définir des termes ou expressions qu'on retrouve dans la loi, donc c'est une bonne chose. Tantôt, on a parlé d'expression numérique, toutes sortes de termes qui sont non définis. Ben, on peut faire une demande au gouvernement qui pourrait légiférer là-dessus. On va voir si ça va arriver, j'en suis pas très certaine. Le deuxième, ce qui est intéressant, le deuxième point, c'est que le gouvernement il pourrait décréter par règlement, après consultation du milieu, des conditions de travail minimales
applicable à la conclusion de contrats professionnels avec des artistes dont la rémunération et les avantages sociaux. Ça a été introduit à la demande de plusieurs syndicats qui n'étaient pas en mesure de conclure justement des ententes collectives, où est-ce qu'il n'y avait pas d'association de producteurs. Je donne un exemple. euh, dans la danse, c'est le premier l'exemple qui me vient. Dans le secteur de la danse, il n'y a pas d'association de producteurs. Il y a eu des syndicats qui ont tenté justement de syndiquer ce milieu-là, d'y aller de négociation en négociation, puis c'était pas possible. Donc, ce que ça a fait en sorte, c'est que le nouvel article 68.6 permettrait à un syndicat ou même à un producteur de dire au gouvernement, ben là, on veut bien, ça ne marche pas sur les tables de négo, on n'est pas capable de rien conclure, il n'y a pas d'association de producteurs. On veut décréter des conditions de travail qui vont s'appliquer dans tout un secteur. Donc ça, c'est intéressant. Ça ne s'est pas encore appliqué. Nous, on regarde ça, là, les juristes qui travaillent dans les syndicats, on dit, OK, comment qu'on pourrait l'appliquer dans le day-to-day? On va voir dans les prochaines années comment qu'on pourrait l'appliquer. Dans le domaine de la musique aussi, il y a des nouveaux modèles d'affaires qui se font. C'est des gens, des électrons libres. Donc, des fois, c'est compliqué de rassembler des intervenants pour conclure une entente collective. Donc, ça, c'est comme une voie pour essayer de demander au gouvernement d'imposer un règlement qui s'appliquerait dans tout un secteur. Là, mais il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ce règlement-là, on peut le changer en cours de route? Il va y avoir une procédure de grief là-dedans? On a posé des questions lorsqu'on était en commission parlementaire lors de la réforme, puis bon, on n'a pas eu beaucoup de réponses de ce côté-là. On va voir ce que l'avenir nous réserve, mais c'est une possibilité intéressante. Également, un des problèmes qu'on a vu aussi beaucoup dans les dernières années, c'est la responsabilité des administrateurs derrière un producteur. Donc, vous le savez sans doute, là, je vous donne l'exemple du film ou d'une production quelconque, là, souvent les producteurs vont se créer une compagnie à numéro qui va aller chercher un financement du gouvernement. La compagnie va faire l'œuvre. Et là, une fois que le tournage est fait, quoi que ce soit, ben, ils ne payent pas les artistes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Et là, on n'est pas capable de poursuivre la compagnie qui est vide, hein, qui est qu'une coquille vide, il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas rien. Et là, on se ramassait avec un jugement qui était pas, on n'était pas capable d'exécuter ce jugement-là, puis les artistes se retrouvaient le bec à l'eau sans avoir été payés. Donc, le législateur il est venu dire, ben, attention, on va introduire un nouvel article pour imposer une responsabilité aux administrateurs. Donc, on va aller chercher le patrimoine personnel des administrateurs derrière la compagnie s'ils ne payent pas les artistes. Donc, les administrateurs ici, je vous laisse le lire, là, mais les administrateurs qui agissent comme producteurs sont solidairement responsables envers les artistes, liés par contrat avec sa société, jusqu'à concurrence de 6 mois de cachet de contrat. Et là, il y a toute une mécanique qui est mise en place qui ressemble effectivement à ce qui se passe aussi dans le monde du travail traditionnel. Donc, je vais aller chercher un jugement contre la compagnie. Si je ne suis pas capable de l'exécuter, ben, je vais aller chercher les administrateurs derrière pour aller chercher les sous qui sont dus aux artistes. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire, ce nouvel article-là. Donc, c'est une protection de plus. Parce que moi, dans ma pratique, je l'ai vu, là, on avait à peu près 10-15 jugements, des sentences arbitrales qui ont été rendues, puis on n'est pas capable d'aller chercher ces sous-là parce que la compagnie n'a pas d'actifs. Par contre, l'administrateur pourra toujours dégager sa responsabilité là, si il a agi de manière prudente et diligente, mais il va avoir cette preuve-là à faire. Donc, ça reste à voir. Grosso modo, c'est ça. Puis j'ai fait un petit peu un historial par rapport à cette réforme-là. C'est-à-dire, la réforme, elle a été un peu timide à mon point de vue. C'est-à-dire, le projet de loi 35, c'est un gros morceau pour les auteurs de livres, la littérature, donc les 3 domaines. Évidemment, ça, c'est un changement de paradigme. Pour eux, c'est fantastique. Pour ceux qui travaillent déjà qui étaient dans la première loi qui existait, il n'y a pas beaucoup de changements, outre ce que je vous ai montré, l'harcèlement psychologique, tout ça. Il en demeure pas moins qu'il y a encore beaucoup des écueils. C'est-à-dire, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que quand il n'y a pas d'association de producteurs, c'est compliqué. Puis même quand il y en a une,
ben, les associations de producteurs ne sont pas obligées d'être reconnues. Fait que ça veut dire que si tu es le membre, je vous donne un exemple. S'il y a un producteur de film ou un producteur de théâtre qui n'est pas membre d'une association, ben, juridiquement, l'UDA ou un autre syndicat, il n'est pas capable d'aller chercher une entente collective aussi facilement. Comme il n'est pas membre de cette association-là de producteurs, il n'est pas obligé d'appliquer l'entente collective qui existe dans le domaine. Donc ça, c'est une faille très, très importante qui demeure dans la loi actuelle. Puis nous, on continue de se battre par rapport à ça, parce qu'en théorie, s'il y a une entente collective qui existe pour le théâtre ou pour le film, ben, elle devrait s'appliquer pour tous les intervenants qui font une œuvre dans le secteur. Alors, la compagnie de théâtre, elle peut faire son œuvre. Le syndicat doit envoyer un avis de négociation. Ça peut prendre du temps avant de conclure. S'il veut rien savoir, il faut que j'aille devant la médiation en vertu de la loi. Puis après ça, je peux aller en arbitrage pour faire décréter des conditions de travail. Donc, tout ça, c'est extrêmement long et coûteux pour les associations d'artistes qui dépensent des sous, des ressources pour aller chercher des conditions de travail minimales pour les artistes. C'est un problème encore aujourd'hui. Et aussi toute la question justement des fonds publics, parce que les compagnies théâtre ou les compagnies de films, ils vont recevoir des subventions de la SODEC, de la CALC, puis ils ne sont pas nécessairement obligés de faire des contrats syndicaux pour les artistes. Donc ça demeure une bataille qu'on est en train de faire. C'est la prochaine bataille pour dire au gouvernement, vous donnez un dollar de fonds publics, ce dollar-là doit aller dans la poche des artistes avec un filet social, puis appliquer des ententes collectives. Parce que c'est ça aussi un nerf de la guerre. Les artistes, pour faire la promotion, qui doivent avoir accès à un filet social. Puis quand je parle de filet social, ben, c'est accès à des REER, c'est accès à une assurance collective, etc. Car aujourd'hui, beaucoup d'artistes n'ont pas accès à ces régimes-là. Donc, c'est la prochaine bataille, dans le fond. Puis également, il y a d'autres fonctions. Il y a plusieurs fonctions qui ne sont pas encore visées par des associations. Je pense, par exemple, aux régisseurs à la scène, les régisseurs de metteurs en scène, les libres droits du metteur en scène, ben, ils n'ont pas de contrats syndicaux, ce sont des contrats civils. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de secteurs encore où est-ce qu'on fonctionne avec des contrats civils de gré à gré, où est-ce que l'artiste se retrouve bien seul à négocier ses conditions de travail, puis c'est plus difficile. Donc, voilà, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je regarde l'heure, ça passait vite. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais de toute façon, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Puis je pourrais répondre à vos cas de figure, puis savoir peut-être faire un tour de table. J'aime bien savoir, tu sais, pour qui vous travaillez, c'est quoi vos enjeux de vous avec vos artistes, tout ça. On peut faire ça si ça vous tente. Je vais arrêter le partage, comme ça, on va peut-être mieux se voir. Ah, voilà. Merci beaucoup, Christine, pour la présentation. C'était très enrichissant, j'en suis sûr, pour tout le monde. Euh, donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour Christine? Je pense que c'est une bonne occasion de les poser, là. Puis ça peut servir à d'autres, fait que gênez-vous pas. Ou si vous voulez me dire un petit peu, parce que bon, je vois des noms dans la salle, est-ce que c'est plus des organismes ou des artistes vous-même? C'est quoi vos enjeux dans vos milieux de travail? Des fois, on peut susciter certains débats, toujours intéressant. Les gens sont gênés, là. Ah, j'ai une première. Tamara. Oui, bonjour. C'était très intéressant parce que c'est ça. Souvent, on oublie que le cadre légal, ça nous régit quand même, là, même si tout le de day to day, on n'est pas vraiment en contact avec ça. Moi, je suis travailleur autonome, artiste émergente, malgré mon âge vénérable. Et c'est ça, c'est sûr que c'est intéressant aussi. J'ai eu quelques expériences avec la ville Saguenay, par exemple, comment les contrats sont formulés, qu'on a finalement une marge de manœuvre très, très minime pour négocier quoi que ce soit. Donc, c'est à voir un peu au fil du temps comment je vais me positionner face à tout ça. Mais j'avais une question aussi un peu de l'ordre de culture générale parce que je serais curieuse de vous demander comment ça se présente dans d'autres pays. Je sais que je visitais Pologne, qui est mon pays d'origine,
Et j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit que là-bas, le statut d'artiste professionnel n'existe pas comme tel. Donc, pouvez-vous nous dire un peu quels sont des exemples, les pays les plus avancés au niveau des droits de protection des artistes et comment ça se présente sur la carte mondiale ou européenne, disons là? Évidemment, je ne suis pas experte là-dedans. Je sais que la France sont quand même très avancés. Ils ont des lois et règlements très poussés. Ils sont comme un statut quasiment de salarié. Donc, ils ont des conditions très avancées. Mais je faisais, dans le cadre d'un autre dossier, je faisais la recherche pour le secteur de la publicité. La France, ils n'ont rien. Donc, ça, c'est drôle. Les annonces publicitaires ne sont pas régies par la France. Au Québec, comme je vous disais tantôt, le Canada, on est très avancé parce qu'il y a le fédéral au niveau des institutions fédérales comme Radio-Canada, l'ONF, toutes les grandes institutions, il y a la loi sur le statut fédéral, puis il y a le Québec. Donc, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres juridictions dans le monde qui ont des lois aussi fortes que la nôtre. En Europe, je parlais tantôt de la Belgique. Il y a au Japon aussi il y a des trucs. Il y a des fois, il y a des lois sur le statut d'artiste qui offrent certaines protections. L'avantage au Québec qu'on a, c'est vraiment un régime de relations de travail qu'on a mis en place. C'est ça qui est une coche de plus que les autres juridictions. Même aux États-Unis, il y a des syndicats très forts. Vous avez vu, il y a eu des grèves, tout ça. Mais c'est pas en vertu des lois sur le statut d'artiste, c'est vraiment un autre système. Mais ici, on a vraiment c'est vraiment un régime de relations de travail avec des obligations de part et d'autre qui entraîne cette obligation-là entre les producteurs et les syndicats de négocier des conditions de travail minimales. Donc ça, c'est quand même, c'est vraiment, on est chanceux avoir ce type de loi-là. Mais je ne pourrais pas vous dire, là, je vous dis, dans le reste, j'ai pas fait une étude là, sur ce qui se passe en détail dans les autres pays européens. Ici, Mathilde. Allô, je suis Bonjour. avec Asagami. Je m'appelle François Rio, puis ben, c'est ça, je trouve ça full intéressant. Merci pour le survol, là, c'est super bien expliqué, puis c'est le fun. Ma question, ben, comme je suis artiste en art visuel, en fait, j'ai un atelier d'artistes où on est comme un collectif d'environ 10 individus physiques. Euh, Puis on a notre lieu qui est notre atelier collectif, un local sur Sainte-Catherine. Puis bon, par la force des choses, on est un OBNL parce que on n'a pas le choix d'avoir une espèce de structure, mais notre structure décisive, c'est plus free que ça un petit peu, là. C'est comme un peu coop si on veut, là. Tu sais, chaque membre a son droit de parole, même si on a des administrateurs enregistrés. OK. Fait que, bon, structure floue, mais où est-ce que je veux en venir, c'est que, bon, étant donné qu'on a un espace puis une vitrine sur Sainte-Catherine, des fois, on offre la vitrine pour une exposition à des artistes. Mais là, nous autres, c'est juste nos ateliers, là, tu sais, on n'est pas des diffuseurs, on est un peu comme, mais, tu sais, on offre notre espace. Ouais. Fait que ma question, c'est est-ce qu'on pourrait être poursuivi par des artistes à qui on offre euh, la vitrine, même si on n'est pas des diffuseurs reconnus ou tu sais, Mhm, mhm. Ben, c'est une bonne question. C'est-à-dire, euh, en fait, il y a plusieurs niveaux. C'est sûr que vous devez avoir des contrats, hein, des contrats. Dans votre cas, c'est sûr, c'est des contrats civils. Entre votre atelier et les artistes que vous mettez dans votre vitrine, ce sont des contrats civils, etc. Mais tant qu'il n'y a pas de structure, c'est-à-dire, il faudrait que le RAV, c'est-tu le RAV, le syndicat là, qui représente les artistes ouais, en art visuel, faudrait qu'il trouve, en fait, qu'il envoie un avis de négociation à une association de diffuseurs qui vous inclurait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des diffuseurs ça existe une association de diffuseurs? OK, ouais. Et là, il va négocier une entente collective avec l'association de diffuseurs. Tous les membres de cette association de diffuseurs doivent respecter l'entente collective. Puis ce serait dans ce contexte-là, par exemple, si vous faites partie de cette association-là de OK. diffuseurs, là, vous auriez des obligations. Le jour où est-ce qu'une première entente collective va être conclue avec le RAV, on n'est OK. pas encore rendu là.
OK. Le RAV, il n'est pas encore, je ne sais pas, je ne suis pas au RAV, mais de ce que j'en sais, le RAV n'est pas encore entré dans la game de la négociation d'entente collective avec les associations de producteurs. Ça va peut-être se faire dans quelques mois. Ce que j'en sais, par exemple, si je fais un parallèle, c'est avec l'UNEC, l'association des écrivains, qui, eux, a commencé à négocier avec des grands diffuseurs, des éditeurs de livres, etc. Donc, une fois qu'une première entente collective elle est conclue, là, il y a des obligations. Mais pour l'instant, vous êtes faites pas partie de l'association de Non. diffuseurs. Vous êtes petit, vous offrez votre espace. L'important, c'est d'avoir un bon contrat. Puis je ne veux pas prêcher pour ma Mais paroisse, mais si je vous êtes paye pas, toujours. Ouais, vous êtes mieux d'aller voir oui, un bon contrat. Puis ça peut être bien simple, ça peut tenir sur un one-pager, fait valider par un avocat, c'est-à-dire c'est quoi vos obligations de part et d'autre. Vous avez besoin de dire à vos artistes que vous affichez dans votre vitrine. Ben, les conditions monétaires, les conditions, qui a accès au local, comment ça marche les ventes, votre part, si vous prenez une OK, OK, part. OK. Tu sais, tout ça, vous Ouais. devez en parler peut-être avec les avocats de l'OBNL, tu sais, des fois, investir un peu juste pour avoir un template de contrat, puis que vous ajustez avec les artistes que vous mettez en valeur. Puis qu'est-ce qu'on fait en cas de litige? Tout ça, au moins, va être déjà mieux que rien. Puis vous allez vous protéger en tant qu'OBNL, puis vous allez donner une forme de sécurité aux artistes aussi, c'est-à-dire d'avoir une relation OK. contractuelle complète. Je comprends, mais tu sais, nous autres, mettons, notre idée, on s'en va pas nécessairement vers la professionnalisation d'un espace de Mhm. diffusion. On Non, est c'est plus, ça. on offre l'espace qu'on a. Ouais. Puis, tu sais, on paye pas le monde en ce moment, mais ce que je veux dire, c'est on pourrait-tu être poursuivi par un. Puis, tu sais, je veux dire, c'est nos ateliers, dans le sens où on ne va pas chercher de subventions pour payer les artistes, là. Mhm. Fait que, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait être poursuivi au tribunal du travail tu sais, par un artiste Non. parce qu'on fait mettons qu'on fait un contrat puis qu'on fait ça full legit avec du papier, mais Mhm. est-ce que si on n'a pas de cachet, on pourrait-tu être poursuivi? Non, ben parce que justement, vous n'êtes pas dans OK. vous êtes pas régi par la LSA. Tu sais, OK. pour être régi par la LSA, il faut qu'il y ait une rétention de service. Par exemple, si votre espace, vous êtes diffuseur, puis vous retenez les services de l'artiste en disant Mhm. je viens, tu vas être diffusé chez nous, puis voici le cachet de diffusion pendant X temps. Mais ça doit être encadré dans le cadre d'une entente collective qui est régie par la loi. Par contre, je l'ai dit tantôt, s'il n'y a pas d'entente collective d'impliquer, mais qu'il y a quand même une rétention de service, c'est-à-dire vous prenez cet artiste-là, puis vous faites une vraie rétention de service, puis vous lui imposez des obligations. Mhm. Voici les œuvres que je veux voir chez nous, etc., etc. OK. Le seul recours que je pourrais voir, c'est le fameux recours en harcèlement psychologique, là. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'entente collective, il y a 2 ans pour faire un recours au TAD. Mais je vous dirais, ce serait quand même particulier, là, tu sais. OK. OK. Sinon, si vraiment il n'y a pas de rétention de service puis qu'il n'y a pas une commande claire à cet artiste-là, bien, vous êtes un simple diffuseur qui loue, dans le fond, c'est une location d'espace que vous faites OK. à quelqu'un qui doit être régi comme un bail normal, là, tu sais, C'est avec des bon. conditions. Ouais. OK. Ben, merci, c'est super clair. Merci beaucoup. Ouais. Excellente question. Je crois que c'était Jacinthe qui avait levé sa main en premier pour la Oui. suite. Ah, mais bonjour, Jacinthe. On s'est déjà vu. Oh, elle est disparue, Jacinthe. Ah oui, j'ai peut-être là. Ah, votre micro. Excuse-moi, bonjour. Je vais juste rebondir pour le dernier intervenant en disant qu'il a, lui, aussi accès sur le site du RAV à des contrats types disponibles en ligne par le RAV qui sont tout complets. Fait que c'est un bel outil pour tout le monde. Oui, bon point, merci. Bienvenue. Ensuite, on a Culture Montérégie qui a levé la main. Bonjour, je suis Nicolas, je suis un collègue de Jacinthe. Je suis l'agent de développement culturel numérique. Ma question est comment accompagner nos membres au niveau du statut de l'artiste, puisqu'on a, moi, c'est l'art numérique, évidemment. Il y a l'utilisation des outils et il y a le statut de l'artiste numérique. Donc, souvent, des gens font du mix média. On pourrait parler des artistes visuels, mais jusqu'à quel point on devient un artiste numérique et qu'on est régi sous cette loi-là? Ben, c'est-à-dire, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la réforme? C'est que c'est un nouveau paradigme pour les arts visuels.
Le RAV, tu sais, je sais pas ce que le RAV a l'intention de faire. Est-ce qu'il veut mobiliser ses troupes, pousser pour certains diffuseurs pour aller chercher une entente collective. Tu sais, je connais pas l'intention du RAV par rapport à ça parce que c'est vraiment, ça va être les syndicats qui vont prendre à bras le corps ces dossiers-là du statut d'artiste, là. C'est une fois qu'ils ont tu sais, le RAV a la reconnaissance, la réforme a indiqué que le RAV est bel et bien reconnu pour les artistes en art visuel. Et c'est lui qui détient donc le pouvoir de représentation des artistes pour conclure des ententes collectives. Il doit y avoir un paquet d'enjeux que je ne connais pas au niveau de la difficulté de qu'est-ce qu'il va viser comme association de producteurs puis diffuseurs. Puis là, il va probablement, il faut qu'il structure, il faut qu'il rencontre ses membres et dire qu'est-ce qu'on fait avec justement la réforme pour aller chercher ces ententes collectives-là. Donc, il faut qu'il s'organise. Puis si vous êtes membre du RAV ou vous voulez le devenir, vous êtes un artiste en art visuel, puis vous voulez justement, vous, je sais pas, moi, vous travaillez beaucoup pour tel musée ou tel diffuseur ou tel type de galerie, j'en sais trop, qui sont vos donneurs d'ouvrages, ben, il faut en parler à votre syndicat. Quelles sont les prochaines étapes? Puis tant qu'il n'y a pas d'entente collective, vous demeurez dans le régime avant 2022, là. C'est-à-dire vous demeurez dans un régime de gré à gré, puis vous essayez d'aller chercher vos outils justement par les organismes comme Culture Montérégie, puis d'aller chercher de l'aide comme ça dans l'établissement de vos contrats types. Mais vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas des conditions de travail minimum tant que le syndicat qui détient la reconnaissance ne prend pas action. Merci beaucoup, c'était clair. Palina a levé la main. Oui, allô, Palina, je travaille pour une agence qui est enregistrée en tant qu'OBNL, là, qui fait de la représentation et du placement, puis vraiment qui aide les services à des gens qui n'ont pas d'agence pour s'assurer au niveau de leurs négociations et tout ça. Puis j'ai une question au niveau du harcèlement, là, pour des gens qui ont justement les métiers que vous en avez nommés, là, mais qui se retrouvent sans convention, puis qu'on est beaucoup dans du gré à gré. Vous dites qu'à ce jour, maintenant, on peut passer directement au tribunal administratif du travail, même si on se retrouve en dehors d'une convention? Oui, un artiste, oui, ça n'a pas été encore testé, mais oui, si par exemple un artiste, en fait, faut qu'il y ait quand même la rétention de service, c'est-à-dire même s'il n'y a pas d'entente collective, lorsqu'un producteur fait une commande à un artiste d'une œuvre ou retient, je ne sais pas, donnez-moi un exemple de vos artistes que vous représentez, là, ils font quoi, là, vos On peut artistes? aller dans justement soit consultant en contenu en scénarisation, qui n'ont même pas de crédit au niveau de la QPM ou assistance à la mise en scène. Oui, On va avoir un contrat gré à gré. Mais oui, justement, il y a des cas de harcèlement où on va étirer les paiements, où on va avoir oui, des comportements discriminatoires. Je me oui, suis retrouvée dernièrement dans une situation comme ça où c'est pour ça que je suis quand même surprise. Au TAT, on a vraiment, ben, ceux qui se défendaient, ils disaient qu'on ne pouvait pas passer au TAT parce que ils n'étaient pas des oui. salariés réguliers, des travailleurs Mais autonomes. euh, oui, c'est une très belle question. C'est-à-dire, l'assistant metteur en scène, je vais prendre cet exemple-là, c'est pas une fonction qui a été reconnue pour un syndicat. Il n'y a pas eu de débat. Donc, cette fonction-là est comme libre, est un peu un électron libre dans la loi. Sauf qu'il y a quand même une rétention de service à la base. C'est-à-dire, tu sais, pour rentrer dans la loi, il faut rentrer dans la définition d'artiste puis dans la définition de producteur. Donc, est-ce que le producteur, ici, le producteur de théâtre qui a embauché cette personne-là, qui remplit la condition, puis je pourrais vous l'envoyer, là, Fradel, peut-être ma présentation d'aujourd'hui, la définition, vous pouvez aller la voir aussi, évidemment, sur Internet. 1.1, est-ce que c'est un artiste qui pratique son art à son propre compte contre rémunération? Donc, je n'ai juste à prouver cet état de fait-là d'artiste, qu'on a retenu mes services contre rémunération pour un producteur. À ce moment-là, j'ai accès au recours de harcèlement psychologique parce que je suis OK. quand même gouvernée par la loi sur le statut d'artiste, mais je suis à l'étape préliminaire avant qu'il y ait une entente collective qui régisse mes conditions de travail. Donc, moi, je l'essaierai. Je pense que le recours est vraiment existe puisqu'il y a rétention de service. Si c'était un contrat de coproduction où on est égal, qu'il n'y a pas de lien de subordination, mais quand ici, un producteur de théâtre embauche un assistant metteur en scène, là, puis que tout le monde est syndiqué sauf cet assistant metteur en scène-là,
pour moi, ça rentre dans la loi sur le statut d'artiste. Oui, il n'y a pas d'entente collective qui s'applique, mais il y a de la rétention de service par un producteur, puis il y aura accès au harcèlement. Il n'y aurait pas accès, par contre, à l'arbitrage de grief pour un cachet non payé, mais Mhm. certainement au harcèlement. Oui, OK, parfait. Puis le dépôt se fait à travers le TAD directement, comme tout oui, le même processus d'harcèlement, oui, comme l'habitude, avec l'enquête. OK, exactement. Exactement. Oui, parfait. Merci beaucoup. de rien. Très pertinent, merci Palina. Peut-être que je pourrais me lancer, parce que personnellement, les échos que j'avais eus, ben, je suis artiste visuel, là, entre autres, je suis aussi musicien, mais par rapport à la nouvelle loi, les échos que j'avais eus, c'était l'inquiétude par rapport à la reconnaissance des pairs. Tu sais, on fait nos études, puis je me souviens très bien à la fin du bac, je pense que tout le monde était à la course, la Hmm. reconnaissance des pairs. Toi, tu as eu ta première expo, tout ça. Euh, puis là, ben, la façon que je comprends la nouvelle loi, ça a été évacué. Ouais. J'ai l'impression que l'idée, c'est d'inclure le plus de monde possible, de ne pas laisser tomber personne. Mais par contre, au niveau, le reste du milieu professionnel fonctionne encore avec la reconnaissance des pairs, incluant les subventionneurs. Euh, je ne sais pas si tu as peut-être des commentaires ou Ben, c'est particulier. Je veux dire, les subventionnaires, ils gardent ces critères-là qui proviennent d'une loi qui est abrogée, là. Dans mon livre à moi, c'est pas mal ça. Parce que la définition d'artiste, c'est 1.1, il y a pas rien d'autre. Est-ce que là, les subventionnaires se disent, je vais donner de l'argent à ceux qui, tu sais, est-ce qu'ils ont le droit, par délégation du gouvernement, de se prendre des propres critères? Je me questionne là-dessus. C'est peut-être que oui. M'en demeure pas moins que pour être un artiste, c'est d'offrir son travail, c'est-à-dire un producteur, il veut pas être limité dans sa rétention de service à un artiste qui est reconnu par ses pairs, c'est-à-dire, tu sais, je donne un exemple, on marche dans la rue, un producteur tombe en amour avec quelqu'un dans la rue comme une comédienne parce qu'il aime son look, ben ça va être un artiste, il va l'embaucher pour sa production. C'est une nouvelle artiste nouvellement, tu sais, c'est un coup de cœur, puis ça va être un artiste reconnu qui rentre dans la loi sur le statut d'artiste, qui va avoir un contrat syndical qui va être payé selon le régime. Donc, nous, on pouvait plus garder ces règles-là parce que ça fait pas de sens, parce que c'est le producteur ultimement qui décide avec qui veut travailler, tu sais. Là, je comprends que les subventions, c'est une autre chose, mais ça n'a pas de lien avec l'application même de la loi de la rétention de services. Parce que c'est tout ce que ça prend. Un donneur d'ouvrage qui va prendre les services d'un artiste puis qui va lui demander de faire une œuvre ou de participer à la création de son œuvre. Voilà tout. Et puis là, ça l'engendre justement l'obligation euh, d'avoir le contrat syndical s'il y a une entente collective qui existe, etc. Puis comme disait Palina aussi, avoir accès au recours, au recours en cas d'harcèlement, etc. Puis de rentrer dans la loi sur le statut d'artiste. Pour moi, les subventions, c'est vraiment deux parce que c'est pas toutes les productions qui ont des subventions. Mais ça, il faudrait questionner ça. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui n'aurait pas accès à la subvention parce il a pas fait sa première expo, c'est le cas là, c'est-tu- présentement. ouais, c'est le cas. Les Puis diffuseurs aussi, est-ce que c'est les centres légitime? d'artistes aussi gardent Ouais, ça, la ouais. reconnaissance. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, justement, un artiste comme vous, dans l'art visuel, il n'est plus besoin, là. Il devrait pas, là. Vous sortez de l'école, vous avez quelque chose de super le fun à proposer. Pourquoi vous n'auriez pas accès aux subventions? En tout cas. Mais ça, c'est pas. Il faut contester ces critères-là auprès de acquis de droit, là. Tu sais. Puis est-ce que le Merci. RAV, votre syndicat, pourrait dire, ben justement, ça l'a changé, il faut faire des pressions politiques pour modifier ça. Moi, j'encouragerais à faire ça, là. Merci. J'ai l'impression que ça va venir avec quand les conventions collectives vont exister, mais là, c'est une Hmm. étape à la fois, mais j'ai cette impression. Ouais, ouais. Est-ce que Paulina il y avait une autre question ou c'était, comme on dit, une vieille main? C'est une vieille main. OK. Les autres personnes qui sont là,
Quelqu'un veut se lancer on a du temps devant nous. Sinon, c'est ça. C'est sûr que c'est comme deux mondes, hein. Le monde qui était déjà sous la première loi avec les réalisateurs, bon, l'UDA, tout ça, on était habitué dans ce régime-là. Puis tout le monde des arts visuels, métiers d'art, tout ça est à construire. Puis j'espère que ça va se faire. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'il faut s'attaquer aux plus gros, hein. Je sais pas, tu sais, est-ce que, Fradel, les plus gros, est-ce que ça existe, les associations de diffuseurs, les galéristes, tout ça, ça doit exister, là, il y en a. Oui, oui, eh bien, il y a la RCAQ pour les centres d'artistes. Ouais. Puis le nouveau, c'est Repère, c'était les arts médiatiques et deux autres, en fait, qui se sont fusionnés, là. L'Association des galeries d'art contemporain du Québec aussi. OK, mais ça, c'est intéressant. Est-ce que vous savez si c'est dans l'intention, justement, des syndicats ou de Non, eux d'entamer des négociations là-dessus? Ouais. c'est pas branché à l'interne du rap. C'est trop embryonnaire encore, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est la prochaine étape, il faut se questionner. Puis bon, il y a eu, vous avez vu des débats dans les journaux avec l'UNEC, tu sais, la question de la cotisation syndicale, c'est quelque chose aussi que les artistes peuvent peut-être pas trop parler. Tu sais, il y a toute carrément un changement de paradigme, là. Puis comment ça va se tramer, ce changement-là. Peut-être ça sera en tout cas pour faire l'éditorial là-dessus, mais en même temps, ça serait dommage là, de passer à côté quand ce régime-là fonctionne très bien, là. Il n'est pas parfait, mais c'est mieux que les contrats gré à gré en ce moment, en tout cas. Ouais, Euh, ben, oui, vas-y, c'est qui parle? C'est c'est Jacinthe. Jacinthe. Jacinthe, salut. Vas-y, Jacinthe. J'allais juste dire que le rap, par contre, a fait une première action. Je ne sais pas si tu étais au courant, Christine, mais ils ont changé leurs règles d'adhésion déjà OK. par rapport à la nouvelle définition. Puis c'est déjà un premier pas super important pour le milieu parce que on voit déjà des cas. Moi, je m'occupe des adhésions à Culture Montérégie. Donc, quand on reçoit des dossiers, ben là, on a commencé à avoir un premier dossier qui avait sa nouvelle reconnaissance durable. Et donc, chez nous, ben, ils deviennent acceptés parce qu'ils ont la reconnaissance durable. Puis quand j'ai parlé aussi avec le calque, quand les artistes ont leur nouvelle reconnaissance durable, ben, le calque les accepte. Donc, c'est la façon dont les OK. choses commencent à changer. Donc, pour, par exemple, les artistes en art visuel qui sortent de l'école, ben, l'idée, c'est d'avoir deux premiers paiements par contrat de vente d'œuvres ou de travail service professionnel en tant qu'artiste. OK. Et avec ces deux contrats-là, vous pouvez présenter au RAV votre demande d'adhésion, puis après, vous serez admissible au CALC. C'est en ce moment en vigueur le premier pas qui existe. Mais c'est très bien, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est ça. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est ça, c'est par les règlements généraux qui expliquent si vous êtes membre ou pas. Mais en même temps, la prochaine étape, c'est de dire les syndicats ne représentent pas juste leurs membres, ils représentent l'ensemble des personnes qui travaillent dans la juridiction, parce que pour moi, le RAV a la représentation légale de de toutes ces fonctions-là. Donc, il doit se positionner là, de comment il va représenter toutes les personnes, puis pas juste. Tu sais, après, pour devenir membre, effectivement, là, ils sont libres d'instaurer, comme vous dites, deux contrats. Puis on a ça aussi à l'Union, là, tu sais, comment qu'on fonctionne pour devenir membre de l'Union. Par exemple, nous, il y a des écoles, il y a des programmes d'école qui existent, sont reconnus d'emblée. Puis il n'y a même pas besoin d'avoir un premier contrat. Tu sors de telle école, tu as le droit à tant de crédits, tu t'inscris. Parce qu'on a, C'est on pas a, pour on- un stagiaire dans ce temps-là? Ouais, c'est ça. Mais ça donne des Un crédits. stagiaire pareil. OK. On va donner, mettons, tu sors de l'école de théâtre, tu vas avoir le droit à 15 crédits. Donc là, tu vas pouvoir t'inscrire stagiaire, puis grimper tes échelons. Mais au moins, tu vas bénéficier des avantages d'être stagiaire. Mhm. Donc, mais oui, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis après ça, ben justement, avec le RCAQ, tout ça, ben, est-ce que là, on dit la prochaine étape, OK, on teste ça, comment qu'on comment Comment les qu'on gens? gère. Ouais. Voilà. Sinon, ben nous, c'est ça, comme je disais tantôt, pour les syndicats, en tout cas, qui étaient déjà sous l'ancienne loi,
nous, c'est vraiment l'argent public, là. L'argent public ne peut pas aller dans les poches d'un producteur sans que l'artiste soit bien payé. Tu sais, c'est vraiment ça la prochaine bataille. On veut qu'il y ait une espèce de reddition de compte, qu'on assure. Tu sais, nous, notre rêve ultime, ça serait le gouvernement donne une subvention, ben, c'est obligé de fournir le fait que tu es en règle avec les syndicats puis que tu as appliqué les conditions de travail minimales qui existent. C'est ça l'objectif, là. Là, je comprends effectivement, là, dans les 3 domaines, il n'y a pas encore d'entente collective, mais tu sais, je vous le disais tantôt, le fameux règlement, si le RAV n'est pas capable de. Parce que, mettons, justement, il y a trop d'associations ou que même les associations ne sont pas assez structurées, des associations de producteurs, bien, ils pourraient tester le 68.6 de la nouvelle loi en disant on demande une espèce de décret. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a des décrets qui existaient pour les coiffeurs, pour ceux qui travaillent dans certains concessionnaires d'automobiles. C'est comme un décret de conditions de travail. C'est comme une loi, c'est une norme du travail minimale dans un secteur donné. Fait que ça peut être un outil que les syndicats pourraient utiliser, de dire, ben, c'est compliqué de négocier des ententes collectives. On demande au gouvernement de décréter un règlement. Tu sais, ça peut être vu aussi dans le Dans mon futur. sens, il me semble que ça serait encore plus facile d'utilisation que les Peut-être, conventions peut-être. collectives. Ouais, ouais. Mais en même temps, tu sais, en tant que collectif, ça paraît lourd, mais c'est pas si lourd que ça. C'est-à-dire, c'est pas compliqué de dire, bon, ben, tu sais, un travail d'un artiste, une commande. Est-ce qu'on utilise son œuvre déjà existante? Comment on l'utilise? Les redevances, combien par année, combien de ci, combien de ça, versus après ça, on fait une commande, le temps de préparation, le temps de recherche, etc., les délais de livraison, le cachet. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste donner la peine d'embarquer dans le processus. De le comprendre. Ouais, 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 ouais. Ouais, je peux J'aurais une peut-être. question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, OK, parce que tantôt, mon micro ne marchait pas. Par rapport au ministère de la Culture, les projets d'intégration des arts à l'architecture, ils demandent que tu aies fait au moins 3 expositions dans les 8 dernières années. Ce genre d'obligation-là, est-ce que ça pourrait être aboli par rapport à cette loi-là ou comme c'est le gouvernement? C'est encore un truc de subvention? C'est Oui, ça? ben, c'est un projet d'intégration des arts à l'architecture. C'est une banque d'artistes que tu peux devenir membre d'une banque d'artistes qui est choisie par des pairs hein, pour devenir sur la banque. Puis là, quand il y a un projet d'intégration des arts, ben, ils peuvent choisir un projet. Mais pour être dans la banque, il faut absolument que tu aies au Hmm. moins 3 expositions dans les 8 dernières années, même si tu as déjà fait des 1%, même si tu es un artiste déjà qui a un bagage en Ouais. arrière. Ben, on dirait pour moi, c'est une structure qui est parallèle à la LSA. C'est en dehors du syndicat. C'est comme un regroupement d'artistes pour pouvoir, En fait, comme c'est vous le dites. ministère de la Culture. C'est le fonctionnement pardon, du ministère de la Culture. Le service des arts à l'architecture, là, c'est vraiment un département de ce ministère-là, puis c'est leurs règles internes. Ah, Là, par exemple, donnez-moi un exemple concret, là, c'est-à-dire l'artiste qui fait partie de cette banque-là, qu'on a accepté. Ouais. Là, lui, on va pouvoir prendre son œuvre puis la mettre dans un édifice quelconque du Et gouvernement. en fait, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une construction d'un édifice ou d'un truc parc extérieur dans l'environnement Ouais. qui est payé par des fonds publics québécois. Donc, à ce moment-là, les gens qui sont les promoteurs du projet ont l'obligation d'ajouter une œuvre d'art. Donc, il y a le service des arts, d'intégration des arts de l'architecture qui embarque avec leur processus Hmm. conforme, puis ils ont déjà leur banque de candidatures toutes prêtes pour procéder finalement avec le comité de sélection pour choisir l'œuvre. C'est intéressant parce que le gouvernement, tu sais, dans la loi sur le statut d'artiste, le gouvernement, les ministères, ils sont liés par la loi eux-mêmes, là. Donc, nous-mêmes, tu sais, je fais des parallèles avec ce qu'on vit là, dans ma pratique. Une annonce publicitaire du gouvernement, un projet créé, un événement créé par le gouvernement, ben nous, on va le dire au gouvernement, vous devez appliquer tu sais, nos ententes collectives. Mais là, ça n'existe pas l'entente collective dans le domaine de l'art visuel encore, mais on impose, c'est ça, un bassin. Je comprends là, tu sais, qu'ils veulent avoir des gens qui sont reconnus, etc. Est-ce que ce modèle-là est le bon?
Ouais, on a l'impression dans le milieu que la raison première est beaucoup versus la sécurité des gens, parce que ces ouais. espèces d'œuvres d'art publiques-là, c'est celles que l'on retrouve comme sculpture monumentale en extérieur, où on veut pas qu'un enfant, quelqu'un reçoive ce monument sur la Ben, tête. c'est ça, Il y exact. a Ouais, il y a un certain minimum qui essaie d'aller chercher en termes d'expertise, de ouais. gage de qualité, de On connaissance. peut comprendre que c'est légitime. Là, est-ce que après ça, parce que j'essaie de me projeter, si le RAV avait une entente collective avec le gouvernement, par exemple, puis que là, ça pourrait être tu sais, tout ça, ça pourrait être là-dedans, là. C'est-à-dire que le gouvernement va dire, ben moi, je vais prendre vos membres ou je vais prendre, tu sais, il pourrait avoir une structure autre. Là, c'est juste que ça existe parce que il n'y avait Il y rien avait pas d'autre avant, là. Mais Euh, te ouais. sortir, et même si tu as fait des 1% puis qu'il n'y a pas eu de problème, tout t'a bien tenu, tu as bien fait ton travail, ils peuvent te sortir de la banque quand même si tu n'as pas fait d'exposition pendant les. 3 ans. Ouais. Là, c'est une règle interne. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une règle Il y a interne, mais aussi, est-ce que le gouvernement, puis là, si c'est une loi gouvernementale, est-ce qu'ils ont le droit d'appliquer ces Mm. règlements-là? Je sais pas. C'est- Ben, c'est-à-dire là, il n'y a rien d'autre actuellement. Donc, le ministère conserve sa prérogative de faire ce qu'il veut pour quand il retient les services d'artistes. Euh, moi, J'aurais pu moi, dire à Marie que vous pourriez envoyer un petit courriel au RAV, question de suggestion. oui, C'est je intéressant. m'en allais dire ça. Il faudrait que le RAV qui vous représente se mette le nez là-dedans, de dire Même si non, ça tu sais, là, Puis-je intervenir? Parce que tant qu'à aller là dans ce sens, il faudrait aussi peut-être demander, tu sais, c'est quoi, en tout cas, moi je parle bien sûr du c'est qui département parle? numérique. Excusez-moi, là. Nicolas de Culture Montérégie. C'est parce que Ah, le OK. collègue de Jacinthe, c'est parce que moi je parle aussi pour le département du numérique, c'est que il y a l'œuvre d'art, mais il y a aussi les reproductions d'œuvres d'art. Par exemple, je suis un artiste, je crée un MP3. Je mets de l'information, puis je le vends, mais ça, c'est complètement lucratif. Mais si je prends une œuvre de, je sais pas moi, de Riopelle et que je la possède, mais que je l'ai vendue, là, rendu là, puis la personne qui l'a vendu fait des reproductions. Quel est mon recours au niveau de la loi du statut de l'artiste pour, OK, ouais, je t'ai vendu l'œuvre, la vraie, mais si tu la reproduis, mais là, tu tombes dans la cour des droits d'auteur. Fait qu'il y a comme un Mhm, flou un mhm. peu à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, mais je me pose des questions là-dessus. Là. Ben, c'est-à-dire, oui, moi, je vois ça, c'est vraiment un litige de droit d'auteur si une reproduction interdite. Parce que là, dans le cas d'un réamétage, j'ai vendu l'œuvre. C'est parce que pour moi, la vente d'œuvre, c'est pas la même chose que l'utilisation de l'œuvre, là. C'est-à-dire là, le riopelle. Tu sais, il faudrait on regarde un peu la situation factuelle que vous énoncez, là. C'est-à-dire, si je suis propriétaire de l'œuvre puis je veux la prêter à une galerie, bon, ça c'est une chose. Fait que là, on va avoir un contrat, etc. Mais c'est pas de la rétention de service d'un artiste. Là. Ici, c'est quand même un contrat commercial d'un prêt d'une œuvre. Parce que c'est pas moi Rick Repel, je suis le propriétaire de ce Riopelle-là. Alors, l'artiste, quand il utilise son œuvre ou qu'il prête son œuvre, là, ça c'est régi par les ententes collectives, etc. Là, après ça, si on parle de reproduction frauduleuse, pour moi, on embarque dans autre chose, là. Mais c'était plus dans le sens, comment je peux dire ça? Il y a des droits d'auteur par rapport à ton œuvre, tu vends ton œuvre, donc tu vends cette œuvre-là, mais si demain matin, je scanne, là, mais tu sais, je vais dans le numérique, là, je vais dans les choses, je scanne une œuvre, puis j'en fais des t-shirts, euh, Mm, là, ça devient dans le droit d'auteur ce que j'entends, ce ouais, que vous dites. Là. exactement. Donc, Oui, donc, donc, dans la vente d'un artiste visuel qui vend, il y a pas, comment je peux dire ça, il n'y a pas juste la vente, mais il y a aussi le droit d'auteur qui est comme vendu pour, OK, tu as l'œuvre, il est là, c'est sur le mur, ça va avec, mais si tu le reproduis, tu as d'autres éléments aussi. Là. Fait que, tu sais, il y a c'est comme tout ça, ça. c'est ça. Ben oui, c'est dans l'entente collective, on pourrait,
Mais non, c'est ce genre, c'est-à-dire lors d'une vente ou lors de l'utilisation, avec une interdiction, avec de reproduction quelconque, sinon ça prend une autorisation. S'il y a violation de ça, est-ce qu'on peut créer un recours en grief? Mais là, on va poursuivre qui? Le producteur qui l'utilise. S'il y a un tiers d'impliqué, là, c'est là que je vois mal le recours. Parce que généralement, dans une entente collective, on peut pas mal tout mettre, là, tout ce qui conditions de travail, oui, prévoir une interdiction de reproduction, assurément. Il faudrait voir entre les parties, de quelle partie on parle, tu sais. Si je peux me Merci. permettre, je pense qu'ici, la question est beaucoup d'ouvrir vraiment à très large parce que tu sors dans une autre loi, Nicolas. Tu sais, en fait, il y a le statut de l'artiste, puis il y a la loi sur le droit d'auteur. Là, on s'en va plus loin. Ouais, non, je sais que peut-être que je mêle des choses, mais c'est parce que souvent, on se fait poser des questions au niveau des œuvres numériques, parce que des fois, il y a du mix art, je n'irai pas dans les détails, mais on est parti de quelque chose. Avec l'intelligence artificielle, c'est un peu ça c'est comme cette zone grise-là qui s'en vient. Fait que les gens sont un peu concernés par jusqu'à quel point j'ai commencé à créer le brainstorming pour trouver cette œuvre-là, mais jusqu'à quel point je suis protégé selon la loi, tu sais, de l'utilisation de cette œuvre-là. Mais oui, là, c'est plus dans le droit d'auteur dans ce Ben, sens-là. c'est-à-dire, tu sais, il y a des choses, j'ai raison, ça relève d'abord la loi sur d'auteur, mais rien n'empêche, puis vous savez, il y a eu de la jurisprudence qui est venue dire que rien n'empêche de négocier une condition de travail liée à l'exploitation du droit d'auteur. Je donne un exemple, un chorégraphe, là, je donne un exemple de ma pratique, encore une fois, un chorégraphe qui crée une chorégraphie, donc il y a une œuvre chorégraphique. Cette œuvre-là, il va donner une licence d'exploitation au producteur avec des balises qui sont dans l'entente collective. Licence d'utilisation avec tant d'années partout dans le monde ou restreint selon territoire, contre une redevance par chaque représentation de cette œuvre-là. Si le producteur, il prend la captation de l'œuvre chorégraphique puis il la vend à un tiers de manière illégale, mon chorégraphe va me dire à moi, l'Union, hey, j'ai une utilisation illégale de ma chorégraphie pour utiliser un grief pour aller chercher des compensations envers le producteur. Donc, tu sais, il y a des choses qui existent en droit d'auteur dans les ententes collectives, mais si le producteur, il dit, moi, on me copie, je veux dire, j'ai pas utilisé de manière illégale l'œuvre chorégraphique, c'est un tiers que je sais pas comment tu sais, il a tenu l'œuvre correcte. Puis, mettons, c'est un tiers à l'entente collective qui utilise de manière illégale l'œuvre. Là, pour moi, c'est extérieur à l'entente collective, puis effectivement, c'est des recours civils, etc. Mais tout ça pour dire que les licences de droit d'auteur, les redevances liées à l'utilisation, l'exploitation d'une œuvre existante, c'est des choses qu'on peut mettre dans les ententes collectives sans problème. Merci, c'était exactement ça. La question, merci, vous aviez bien Parfait. fermé. Ça a pris longtemps qu'on catch, là, mais ouais, OK. Avant de donner la parole à Palina, je vais juste vous dire, j'ai mis un lien là, dans le chat. Il y a le gouvernement du Canada qui sont en train de se pencher justement sur les droits de suite pour les artistes. Puis il y a un sondage à remplir. Fait que si jamais vous avez jusqu'au 7 décembre pour remplir le sondage. Mhm. Alors, Palina, à toi. Oui, mais je voulais rebondir un peu sur la conversation qu'il y avait précédemment, justement par rapport à ce qui se passe en art visuel, le statut d'artiste, puis le fait que des fois on demande des critères avant qui étaient basés qu'on doit avoir fait une exposition, mais le professionnaliste ne passe pas juste sur ce qui a été fait, mais vraiment sur l'expertise et l'expérience, voire les formations des personnes. Puis je trouve que j'ai vraiment envie de dire que quand on voit justement que des fois ça porte à défaut, puis il y a des trucs archaïques à certains endroits qui n'ont pas été modifiés, ben prenez le temps d'aller voir vers le ministère de la Culture. Tu sais, je l'ai dit, moi je travaille en représentation, puis on a des valeurs beaucoup sur les enjeux de la décolonisation antiraciste des communautés autochtones, puis ça les encadre pas, mais ils sont ouverts à comprendre mais comment. Ça va pas être là maintenant, mais peut-être dans 2, 3 ans, en communiquant avec eux, en faisant des plans, parce qu'il y a souvent des plans de travail qui sont sur le statut de l'artiste qui se mettent à jour, ben, il y a des projets qui peuvent arriver, des projets pilotes, des conversations. Donc, ça vaut vraiment la peine quand on voit des trucs qui fait bévue à notre métier, puis que ça concorde pas, puis qu'à des endroits, c'est louche avec le statut de l'artiste, de comment il est en ce moment, quand il y a des demandes au ministère qui représentent le gouvernement qui fonctionnent pas, ben, de vraiment d'y aller, tu sais.
je dirais, c'est ce que Christine a dit, là, mais je rebondirais sur que les portes sont ouvertes, là, vraiment. Oui, parce que maintenant, le statut professionnel, c'est qu'on n'exige pas nécessairement, pour avoir en tout cas une protection syndicale ou c'est de la rétention de service, tu sais, c'est-à-dire maintenant, on fait la différence entre un professionnel et un amateur. C'est ça là, qui distingue le statut, parce que l'amateur va faire son art pour le loisir, tu sais, les petits chanteurs et les chorales du dimanche, etc. Ça, c'est un amateur qui ne vit pas de son art. Le professionnel va tenter de vivre de son art le plus possible, puis c'est dès qu'il y a un contrat professionnel, je reviens à l'exemple de quelqu'un qui est recruté dans la rue, ben ça l'arrive, là. Puis dès qu'il va faire son contrat, il va être professionnel dans le cadre de ce contrat-là, même s'il n'a aucune étude, aucune expérience, il va être régi, il y a une rétention de service réel par le producteur, puis ça va être un travail professionnel contre rémunération. Donc, il a le droit à la protection du statut, peu importe son background. C'est comme ça qu'en tout cas, moi, je le vois là. Par rapport à l'intelligence artificielle, là, y a-t-il des débats sur les prochaines lois ou, De plus en plus, on entend parler, vous avez entendu parler aussi avec ce qui se passe aux États-Unis. On essaie d'introduire des clauses de protection contre l'intelligence artificielle. Euh, la prétention qu'on a pour l'instant, c'est que ça doit passer par une intervention du gouvernement parce que dans les ententes collectives, c'est difficile d'aller chercher par négociation une telle clause. Vous avez vu tantôt dans la définition d'artiste, c'est pas évident qu'on peut négocier sur un tel sujet puisque est-ce que c'est de la rétention de service d'un artiste, une personne physique? Un producteur va dire, ben, je ne fais pas de la rétention de service, j'utilise la voix d'une machine. Donc, c'est un gros problème. Ça faut que ça passe par l'intervention du gouvernement fédéral, même provincial. Il y a des pressions politiques. Nous, de notre côté, il y a des demandes depuis un an aussi parce qu'on voit que c'est une menace potentielle pour nos artistes. Donc, il faudrait, dans le meilleur des mondes, avoir une loi claire qui dit que pour nos produits culturels au Québec, il faut qu'on utilise de l'humain, tu sais, qu'on fasse la promotion de l'humain et non pas de la machine. Alors, une fois qu'on a ça, ben après ça, les producteurs sont obligés de prendre l'humain. Donc, c'est ça le problème, c'est que la loi sur le statut d'artiste n'est pas assez forte pour empêcher ça. Moi, je pense que ça prend une loi plus haute dans un autre niveau en disant que l'identité culturelle d'une province, d'un pays passe par la promotion de l'utilisation des créateurs canadiens humains. Merci. Pierre-Olivier Fortier, nous sommes tout ouïs. Oui, bonjour. J'ai une question concernant Pierre, je suis comédien, euh, concernant justement le fait que les artistes, même s'ils ne sont pas membres du syndicat, auraient droit aux mêmes protections en vertu de la loi sur le statut de l'artiste, si j'ai bien compris. Euh, mais donc, ça serait quoi l'intérêt pour les artistes de devenir membres, de payer des cotisations à l'Union des artistes, par exemple, et plus précisément au niveau des protections qui sont accordées aux artistes, interprètes. Euh, donc, ça inclut, ils ont droit à des, parce que tout à l'heure, on parlait de REER, de choses comme ça, mais si un non-membre participe à un contrat, donc un contrat qui est régi par une entente collective, tout ça, mais comment ça fonctionne concrètement? Je comprends au niveau des salaires, ça c'est plus facile, c'est régi, mais au niveau des autres protections comme REER et voyons, c'est quoi l'autre, là, pas fonds de pension, là, mais Les assurances. assurances et trucs comme ça. Là. Comment ça Ben, fonctionne? la reconnaissance que l'UDA a, ça couvre une fonction dans un secteur donné. Donc, l'UDA représente nécessairement l'ensemble des membres et des non-membres qui travaillent dans un secteur donné. Ensuite de ça, quand que le non-membre travaille dans un secteur donné, il va avoir un contrat syndical, il va payer la cotisation syndicale. Donc, tout le monde va payer la cotisation syndicale à l'UDA, par exemple, de 2,5 %.
Ensuite de ça, ben, comme tu le sais, il y a des membres, il y a des bénéfices à être membre de l'UDA ou d'une autre association d'artistes. Ça va être chaque association qui va déterminer c'est quoi les avantages. À l'UDA, le filet social payé par le producteur, là, pour un non-membre, n'est pas versé aux membres. Il va être mis dans un fonds général à part. Et puis, cet argent-là, si sa personne, il y a des délais, là, si elle s'inscrit stagiaire, etc., va pouvoir récupérer ce filet social-là. Mais on ne peut pas obliger personne philosophiquement d'adhérer à un syndicat ou non. Donc, si la personne ne veut rien savoir d'une association d'artistes, elle a le droit, c'est son droit le plus constitutionnel dans sa liberté d'association. En demeure pas moins elle va donc bénéficier de la représentation légale du syndicat quand même en cas de litige, mais elle ne bénéficiera pas des avantages d'être membre de l'association, tels justement l'accès au filet social ou à d'autres rabais quelconques ou la possibilité de voter en assemblée, etc. là, toute la démocratie d'une association. Donc, euh, c'est ça, c'est l'effet de la loi, c'est l'effet de la reconnaissance que les associations d'artistes ont, avec, comme tu as vu tantôt, l'introduction de 24.2, l'UDA, les autres associations d'artistes sont obligés de représenter membres ou non-membres en cas de litige. On ne peut pas faire de discrimination, puisque ces gens-là payent des cotisations syndicales. Donc, on représente tout le monde. Donc, je comprends qu'ils payent la cotisation syndicale sur le contrat, là, dans le fond, là, si Ouais, on veut, ouais. mais ils ne payent pas, donc, je ne sais plus c'est rendu à combien, 150, je ne sais pas trop, là, la La cotisation cotisation annuelle. annuelle, effectivement. Et si j'ai bien suivi ce que tu viens de dire, donc, au départ, ça va dans un fonds commun, là, tout ce qui est avantages sociaux, là, c'est pas directement versé à la personne, mais en devenant stagiaire, parce que je me souviens plus des stagiaires, est-ce qu'ils payent des cotisations annuelles? Non. Oui? Ah, ils payent Ouais. le 150 aussi? Ah, ils payent, je ne me souviens plus par cœur, mais ils payent un montant d'inscription comme stagiaire. Est-ce qu'ils payent la cotisation annuelle? Bonne question, Pierre-Louis, je sais, je voudrais que j'aille voir, je ne sais pas. Je pense que non. OK. Mais en tout cas, mais si. C'est parce que donc, je réfléchis à votre, je me questionne. Donc, les seuls avantages pour des artistes de cotiser annuellement, ben, je ne sais pas, encore une fois que ça ne vaut pas ça, là, peu importe, mais c'est de pouvoir voter en assemblée puis d'avoir droit au rabais négocié pour les membres, là, Avoir accès au filet social, le filet social. mais le filet social, j'ai compris qu'on y aurait droit finalement après Si tu es X inscrit nombre de temps. stagiaire. Si tu es inscrit stagiaire, tu vas pouvoir. Mais ça, c'est vraiment de la régie interne de chacune des associations d'artistes. Là, on parle ici de l'UDA en tant que tel. C'est pas toutes les associations d'artistes qui fonctionnent comme ça, mais selon les statuts de chacune des associations, ça peut être différent. À l'UDA, comment ça fonctionne? Le stagiaire, il va avoir accès au filet social, mais le permissionnaire, non. Celui qui veut rien savoir de s'inscrire stagiaire. Parce que le but d'un stagiaire, c'est pouvoir devenir membre actif, de cumuler ses 30 crédits pour devenir membre actif. Le permissionnaire, lui, il ne verra jamais la couleur du filet social payé par l'artiste, payé par le producteur s'il veut demeurer permissionnaire. Donc, c'est un avantage important d'avoir accès au filet social puis de devenir membre. Mhm. Oui, oui, je ne remets pas du tout en question le fait de devenir membre. Au contraire, c'est juste que, justement, ce que je me demande, c'est si la loi n'a pas un effet pervers si, dans le fond, on n'incite pas les gens à être, dans le fond, à être membres, puis ils bénéficient des mêmes avantages presque, là. En tout cas, Non, plusieurs des. parce que comme tu sais, non, la loi, ce qu'elle dit, c'est que l'UDA ou toute association d'artistes qui obtient une reconnaissance a le droit d'imposer des montants de cotisation justement pour ses membres et les non-membres. Donc, ça relève de la discrétion, si tu veux, de chacune des associations de comment on va régir les non-membres, première chose. Mais en contrepartie de ça, à cause on a une reconnaissance légale, on est obligé de représenter tout le monde qui travaille dans le secteur. Donc, euh, notre liberté se termine là, c'est-à-dire j'ai un permissionnaire qui veut rien savoir de l'UDA ou qui n'aime pas l'UDA pour X raisons philosophiques. S'il me demande de déposer un grief, puis d'aller jusqu'en arbitrage, puis dépenser beaucoup d'argent pour son arbitrage, puis son arbitrage en vaut la peine, mais je vais être obligé de le défendre jusqu'au bout, là. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, c'est pas
c'est les deux effets de la loi par rapport aux non-membres pour protéger justement cette liberté d'association-là. OK, merci. D'autres questions? Sinon, je l'ai dit d'emblée, si tu veux, Fradel, je peux rendre disponible le PowerPoint d'aujourd'hui, puis s'il y a des questions plus tard, faire plaisir de répondre. Merci beaucoup, volontiers. On va regarder ça dans nos dossiers. Bon, on dirait qu'il ne semble plus y avoir de questions. Alors, on va clore ce fabuleux webinaire. Merci encore, Christine. C'était vraiment très enrichissant. J'avais vu un autre webinaire auparavant qui était beaucoup plus court, en fait que ça rentrait moins dans les détails. C'était vraiment intéressant d'avoir les détails au niveau syndical parce que j'avais compris que c'était le gros changement, là, la représentation syndicale, mais là, personnellement, je ne comprenais pas jusqu'où ça allait, puis là, ça m'éclaire beaucoup. Fait que merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci aussi de votre participation. Ça fait partie du webinaire là, comme tel, d'avoir toutes ces questions-là. Ça nous a éclairé. Alors, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Vous pouvez aller dîner. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.